Bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Bonjour, bonjour. OK, donc on va commencer. Bonjour à tous, merci d'être présents. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le titre de notre webinaire exclusif, Efficacité, panneaux et correction des erreurs, animé par Energica avec nos chers partenaires Longi et Veichi. J'ai l'honneur de vous présenter mes collègues, Monsieur Adnan El Yousfi de Longi. C'est un spécialiste et solution, c'est un product and solution spécialiste. Il est au Maroc. Je le remercie pour sa présence et son support. Et j'ai l'honneur de vous présenter Merci. Monsieur, merci à vous. Et j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Arthur Lee. C'est un Regional Sales Manager. Il est en Chine. Je le remercie pour sa présence et tout. Et je me présente à vous, Ryan Trira. Je suis ingénieur et chef de développement chez Energica. Nombreux me connaissent. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter le titre de le programme de notre webinaire. Donc, la première partie sera animée par M. Arthur, où il va faire l'introduction de la gamme de puissance des variateurs Vichy. Après, je vais faire une présentation sur tout ce qui est dimensionnement des installations photovoltaïques de pompage et comment calculer la puissance optimale. Monsieur Adnet va présenter une étude comparative entre les panneaux classiques et panneaux Longi et il va faire une présentation des spécificités des panneaux entre-poussières, les meilleurs panneaux sur le marché. Et Monsieur Arthur va finir par une présentation sur tout ce qui est résolution des erreurs fréquentes euh, avec les variateurs Vichy. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute et je cède le parole à mon collègue. Donc, Monsieur Arthur, je vous donne la parole. Ok, 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 ok. Je vais commencer ma présentation. Attendez une minute. Ouais, désolé. Ok. Vous pouvez vérifier, vous pouvez voir mon écran. C'est ça? Oui, oui, Ok. parfait. Ok. Bonjour à tous. Je suis Arthur de Société Wishy. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques informations concernant notre variateur de pompes solaires. Notre présentation se divise en trois parties. Premièrement, c'est le schéma du système solaire. Vous pouvez trouver sur cette photo le système de pompe solaire est un système typique de solaire au réseau. Il divise en panneau solaire, la pompe solaire à l'eau, et après c'est le système de contrôleur, contrôle, c'est-à-dire notre variateur de de pompe solaire. Et les autres équipements, c'est quelque chose comme équipement Internet d'objets pour faire le contrôle à distance. Et à la fin, c'est l'application de ce système. Par exemple, quelques solutions, quelques applications d'agriculture, peut-être le levage d'eau, etc. Et deuxièmement, c'est la famille des variateurs solaires de Wi-Fi. Vous pouvez trouver sur cette photo, notre variateur solaire se divise en trois types principaux. Premièrement, c'est-à-dire l'armoire commune, ça veut dire le produit de protection niveau IP20. Nous avons le SI21 et SI23 dans cette section, secteur. Désolé. Pour le produit SI21, le maximum capacité s'élève à 22 kW. Et pour le produit SI23, le maximum capacité s'élève à 710 kW. Mais parce que ces produits sont IP20, si vous voulez utiliser ces produits dehors de la maison, euh, vous devez utiliser l'armoire. Et après, deuxièmement, c'est la haute protection type.
le SEV, c'est notre produit, le BODC système. Il a la protection niveau IP55. Et les autres deux, le SI30 et SI32, sont nos produits IP65. Pour le SI30, la maximum capacité est 11 kW. Et pour le produit SI32, le maximum capacité s'élève à 22 kW. Et à la fin, c'est le PCB simple. C'est parce que quelques pays, par exemple l'Inde, le gouvernement a besoin d'assemblage local. C'est pourquoi quelques clients il a besoin de la carte PCB simple pour assemblage local. Et après, c'est l'accessoire de Vichy, variateur solaire. Comme vous voulez, nous avons le clavier. Nous avons le LED clavier et LCD clavier. Et pour le LED clavier, nous avons le en ligne type et deux lignes type. Et pour le LCD clavier, vous pouvez trouver sur cette photo, il peut montrer plus d'informations que le LED clavier. Et après, c'est le IoT. IoT, c'est-à-dire l'Internet d'objets. Nous avons le logiciel nous-mêmes et nous avons le dispositif, par exemple la carte de GPS. Et après, c'est le filtre. Le filtre, nous avons le filtre de sortie et nous avons le filtre de sinusoïdal. C'est pour éviter la distraction sur site. Et après, à la fin, c'est la pompe solaire. Par exemple, pour notre produit, le BODC système, nous avons la pompe dans le système. Nous avons la pompe à vis et la pompe d'empelleur en acier inoxydable et la pompe d'empelleur en plastique. Et ici, dans la troisième partie de notre présentation, c'est quelques caractéristiques de notre variateur. Dans ce page, il y a une petite comparaison de série SI variateur de Vichy. Nous pouvons trouver sur ce tableau le SI21 de Vichy. Le maximum capacité est 22 kW et la classe de protection est IP20. Et pour le SI23, le plus souvent vendu produit en Afrique, le maximum capacité est 710 kW. Et il est la classe de protection est IP20. Et il y a une remarque pour ce produit. Le SI23, nous avons le type, la version, le type AH. Le H, il a la tension d'entrée plus grande que le type standard, c'est-à-dire le maximum, la tension maximum d'entrée DC de ce produit, de ce type, s'élève à 900 VDC, c'est-à-dire il sera plus facile, plus flexible pour vous de choisir les panneaux solaires quand vous utilisez ce produit pendant l'installation de système de pompe solaire. Et à droite, c'est notre produit, le SI30. Il est notre produit, le IP65. Le maximum capacité de ce produit est 11 kW. Mais pour le moment, nous avons le SI32, le nouveau produit. Si vous avez besoin de produits IP65, la capacité est plus que 11 kW, vous pouvez choisir vous pouvez essayer de 32. SI32. Et ici, il y a plus de détails concernant notre SI variateur. Il y a de tension d'entrée et la capacité de différence. Vous pouvez trouver la différence entre les différents types de produits. Ici, c'est une petite information concernant nos produits. Et quel est l'effet de caractéristique de panneau solaire sur la tension recommandée du SI23? Si vous
vérifiez sur notre site officiel, vous pouvez trouver qu'il y a de différences entre la tension d'entrée DC et notre tension recommandée VOC. Par exemple, nous prendrons le D5 modèle comme référence. Le D5 modèle sur la tension d'entrée, la gamme est de 250 à 750 VDC, mais pour la tension recommandée, voltage est de 620 VDC à 750 VDC. Et pourquoi il y a-t-il des différences? Parce que pour que la pompe fonctionne à 50 Hz, 100%, le panneau solaire doit fournir le suffisant tension de VOC entrée. Et pour faire fonctionner une pompe à l'eau triphasée 380 VSC et 50 Hz. Par exemple, vous pouvez voir à droite, c'est l'information détaillée de notre pompe. La plage de VSC qui doit être fournie est 380 VSC à 415 VSC. Et la tension minimale de bus DC pour une fonctionner à 100% de 50 Hz doit être ce plage multiplié par racine de, c'est-à-dire le 1,414, c'est-à-dire le 537 VDC à 587 VDC. Et compte tenu de l'efficacité de conversion des panneaux solaires, la plage de VOC requise est environ 671 VDC à 734 VDC. C'est-à-dire si vous choisissez le panneau conformément à la tension recommandée VOC sur notre site, le panneau solaire vous choisissez son câble de support le système de fonctionner à 50 Hz, 100%. Et après, c'est une autre chose, l'impact de l'évolution des panneaux solaires sur le SI23. Comme vous savez, pour le moment, au cours du développement de panneaux solaires, par exemple, pour le marques principaux, le Longi, Jinko et JA, pour le moment, le panneau solaire devient de plus en plus grand et le VOC de ces panneaux seront aussi en hausse. Et vous pouvez voir notre type H indique le high, c'est-à-dire le haute. De SI23 supporte une entrée DC plus grande que la version A. La version A, c'est le type standard, ce qui est plus flexible et facile pour vous de choisir les panneaux solaires pendant l'installation. Et en utilisant les panneaux 585 watts, et le VOC est de 52,36. Le modèle A supporte seulement une chaîne panneau solaire de 14 pièces, mais le modèle AH va supporter une chaîne PV de 16 panneaux. C'est pourquoi nous avons le AH type, c'est pour faciliter l'installation. Et ici, c'est notre système BODC. BODC, normalement, c'est pour l'application plus simple que le SICI. Vous pouvez voir à gauche la différence entre le BODC et le SI, c'est s'assurer que le BODC est un système entier. Un système entier de BODC, il comprend le pompe
à l'eau et après le contrôleur. Et à droite, vous pouvez trouver quelques informations de nom de notre PLC système. Ici, il y a des informations de type de pompe, de débit maximum, odeur, etc. Odeur de chute, etc. Ce produit, il a de MPVT en degré et le IP protection niveau est de IP 55. La différence entre les différents types de PODC, normalement, situé en type de pompe dans chaque système. Nous avons, pour le PODC, nous avons la pompe à vis, nous avons la pompe en embelleur en plastique, nous avons la pompe de embelleur en acier inoxydable, nous avons une pompe de surface. Vous pouvez choisir les différents types de PODC conformément aux exigences de votre même projet. Par exemple, si vous avez besoin de pompe avec le débit un peu grand, mais pour la hauteur de chute, vous n'avez pas besoin de si grand en hauteur. On peut choisir notre pompe de surface. Si vous avez besoin de débit grand et la hauteur de chute aussi grand, on peut choisir notre pompe d'embelleur en acier inoxydable. OK. À la fin, nous pouvons conclure, nous pouvons voir l'avantage de notre de Vichy variateur de pompe solaire. Premièrement, c'est l'efficace. Parce qu'en raison, grâce à MPD intégré, nous avons notre produit tout en fonction de suivi du point de puissance maximale afin de maximiser l'utilisation de l'énergie solaire. Et après, c'est la sécurité. Parce que nous avons beaucoup notre système toujours possède plusieurs protections contre les différents erreurs et différentes situations pendant l'utilisation. Par exemple, la protection contre la surtension, la protection contre la sous-tension, la surintensité, etc. Et après, c'est simple. Vous pouvez prendre en charge de la surveillance à distance parce qu'avec l'équipement IoT. OK, c'est tout. Merci, Monsieur Altuve, pour cette explication et cette présentation. Donc, avant de passer pour la deuxième partie, est-ce que quelqu'un a des questions à poser, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez poser vos questions? Donc, merci, Monsieur Altuve, pour votre explication et tout. Donc, je vais commencer ma partie. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit clairement. Ok, merci. Donc, merci, monsieur Adir, une autre fois. Donc, je vais commencer ma partie où je vais vous présenter la méthode idéale pour dimensionner son installation photovoltaïque pour pompage. Donc, pour débuter, je vais commencer par une introduction. Ensuite, on va parler sur les objectifs de pompage solaire. Ensuite, on va présenter le démarche dimensionnement d'une installation de pompage. On va évoquer quelques concepts liés au pompage solaire. On va finir par un dimensionnement d'une installation de pompage, une étude de cas, et finir par un tableau récapitulatif où on indique la puissance optimale selon la pompe utilisée. Donc, comme vous savez,
Le pompage solaire est une solution innovante qui transforme les défis d'approvisionnement en eau dans les zones isolées en solutions durables. Alors que les méthodes traditionnelles comme les moteurs diesel sont coûteuses et polluantes, le pompage solaire offre une alternative propre, économique et fiable. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment cette approche peut non seulement améliorer l'accès en eau, mais aussi soutenir des pratiques agricoles plus résilientes. L'objectif du pompage sont nombreux, mais parmi ces objectifs, c'est réduire la facture énergétique. Comme vous savez, la facture et le coût de diesel augmentent de plus en plus, donc l'implantation de ce système photovoltaïque va réduire ses coûts et ses dépenses. Ensuite, on va contribuer au développement durable et la prévention de l'environnement. Comme vous savez, les gaz à effet de serre endommagent l'environnement et fait le réchauffement climatique. Donc, on va réduire ce phénomène. Aussi, on va être autonome, on va avoir notre autonomie énergétique, donc on sera indépendant du réseau national de STEC et avoir la possibilité de faire l'approvisionnement d'électricité, même dans les zones les plus isolées et reculées en Tunisie. Donc, pour réussir son installation, on a un démarche à suivre et des points à vérifier. Le premier point, c'est de vérifier et comprendre le besoin journalier en eau. Il faut calculer ce besoin en vérifiant le nombre d'arbres dans cette parcelle ou dans cette ferme. Ensuite, il faut calculer le débit. Ce débit sera calculé en fonction de nombre d'heures d'irrigation et nombre d'heures d'ensoleillement dans cette région. Pour déterminer la puissance, c'est simple, il faut vérifier le HMT de la pompe et vérifier s'il est concordant avec le débit. Et après avoir eu la puissance de la pompe et ce débit est vérifié, c'est simple, on va déterminer facilement la puissance crête de l'installation. Concernant les concepts liés au pompage, les concepts liés au pompage solaire, il y a de nombreux types, mais on peut évoquer deux types principaux. Le pompage au fil de soleil, c'est la méthode traditionnelle où on va installer une pompe, un variateur, des panneaux solaires, bien sûr avec tout ce qui est accessoires de protection, et un bassin. Le deuxième type, c'est moins connu, mais il est aussi fiable. Le pompage avec stockage d'énergie, on va utiliser des batteries. On va utiliser un onduleur hybride. Cet onduleur hybride sera raccordé à des panneaux photovoltaïques un variateur. Cette méthode peut non seulement permettre l'irrigation dans la nuit, mais aussi on peut faire fonctionner des équipements comme des frigidaires, des moteurs et, et même le matériel informatique. Euh, Cette application sera faite dans les zones reculées et les zones éloignées de l'électricité. Donc, pour réussir son installation et la dimensionnement, on a pris l'exemple d'une ferme qui a un besoin en eau de 75 mètres cubes par jour. Avant de faire la deuxième étape, il faut vérifier quelques données en relation avec la pluie, telles que le niveau statique, le niveau dynamique et le rabattement, même le hauteur du réservoir car ces données doivent être respectées et bien prises en considération pour éviter les erreurs et les problèmes, soit pour la pompe, soit pour les variateurs. Dans le monde de pompage solaire et des pompes, il existe de nombreux types de pompes, mais ces pompes se divisent principalement sur deux familles, soit des pompes émergées, soit des pompes volumétriques. La quasi-totalité des pompes hydrauliques sont composées de trois parties. Un moteur électrique, soit triphasé, soit monophasé. La transition et la partie hydraulique qui sera en contact direct avec l'eau. On a pris, après toute vérification,
on a, on a eu l'occasion d'installer une pompe de 15 kilos. Le besoin journalier en décembre, ce sera 6 heures. C'est la durée d'irrigation. Et dans le mois d'août, l'irrigation va durer 8 heures. D'où la consommation journalière sera 90 kWh. Et dans l'été, le mois d'août, l'irrigation va durer 8 heures, d'où la consommation va être 120 kg. Pour déterminer le besoin et la puissance crête, on a une formule simple. C'est le besoin journalier en eau, la consommation électrique journalier divisé par le rendement global fois l'ensoleillement journalier dans cette région. L'ensoleillement varie d'une région à une autre, bien sûr. Comme j'ai dit, il y a le rendement aussi de l'installation globale varie d'une région à une autre. D'après le guide de pompage solaire élaboré par l'ANME, Sfax, il est dans la zone 2, d'où le rendement global entre été et hiver, c'est 95% et 85%. Et la température maximale de panneau, c'est 70 degrés. Bien sûr, l'inclinaison optimale et l'orientation optimale asphalte sera 30 degrés et l'orientation, c'est en plein sud. Comme vous remarquez dans ce tableau, l'ensoleillement varie entre janvier et août. Et bien sûr, l'ensoleillement journalier, comme c'est montré dans ce tableau. Après tout calcul fait, on a trouvé la puissance optimale durant le mois de décembre, c'est 23 kg, et la puissance optimale durant le mois d'août, c'est 25 kg. D'où, bien sûr, il faut installer la puissance la plus élevée pour satisfaire le besoin de, de l'agriculteur. D'où, on va choisir une puissance au minimum 25 kg,8 kWh. Lorsqu'il s'agit des panneaux photovoltaïques, il faut installer les meilleurs panneaux. Et bien sûr, lorsqu'il s'agit des meilleurs, c'est les panneaux Longi. On recommande fortement d'installer les panneaux Longi de la dernière technologie et génération, Heimo X6. Ces panneaux sont équipés avec une technologie unique, l'antidast. L'antidast, c'est une solution qui élimine et réduit le risque d'accumulation de la S'il vous poussière. plaît, Non, augmentez un peu votre voix. est-ce que vous m'entendez? Non. Allô? Allô? Allô, allô. Ok, ok, maintenant c'est bon. OK. Donc, comme j'ai dit, lorsqu'il s'agit des panneaux Longi, on recommande d'installer les meilleurs panneaux. Et les meilleurs panneaux sont Longi de la génération Hemo X6. Comme j'ai dit, elle réduit le risque d'accumulation de poussière. Non seulement, mais ils ont les coefficients de température les plus basses avec un garantie sur le rendement de 25 ans. On recommande non seulement les panneaux, mais aussi les variateurs Vecchi, car les variateurs Vecchi, ce sont les variateurs les plus fiables sur le marché. Ils sont disponibles sur une très large gamme de puissance, entre 0,75 jusqu'à 200 kg, même plus. Ces variateurs sont compatibles avec tous les types de panneaux solaires, soit les panneaux qui délivrent une très grande voltage au très grand ampérage, d'où c'est le meilleur. En plus de ça, il a une efficacité très haute qui dépasse les 96% de conversion d'énergie. La nouvelle génération des variateurs Vici de SI23, ils sont compatibles avec tous les panneaux et ils acceptent un voltage en VOC 900 volts. Donc, on peut avoir une combinaison facile des panneaux.
Pour notre installation, on recommande d'installer un variateur Weichi, comme j'ai dit, de puissance 18,5 kg. Ce variateur a une tension d'essai d'entrée, c'est 900 volts, et il délivre un courant de sortie 38 ampères, alors que la pompe a un courant a, a besoin de 32 ampères, d'où cet variateur est le meilleur choix. Pour la combinaison et le choix des panneaux, on va installer 45 panneaux avec ce combinaison, 15 panneaux en série sur trois chaînes. Il faut éviter l'installation d'un nombre impair entre les chaînes, car cela va affecter le rendement de l'installation globale. Une petite remarque concernant les variateurs Vichy pour ce type de panneau, le nombre maximal à installer, c'est 16 panneaux en série et le nombre minimum de panneaux, c'est 13. Et on peut installer au maximum dans cette variateur de puissance 18 kg, c'est 4 chaînes. Et la puissance qu'on a choisie, c'est 26,3, ce qui est supérieur à la puissance primaire, ce qui est bon. Et après avoir choisi cette combinaison, il faut vérifier que nous sommes dans les plages optimales de fonctionnement de variateur, d'où lorsque la température est très basse, le voltage dans cette chaîne va être 830, ce qui est inférieur à 900, donc nous sommes dans les limites. Et concernant le courant de court-circuit, c'est 43 ampères et l'onduleur et le variateur peut supporter 68. Donc, on a bien respecté les limites. Côté AC, le variateur délivre 38 ampères et le panneau et la pompe a besoin de 32 ampères. Donc, même si le courant d'appel augmente un tout petit peu, nous sommes dans les limites. J'ai fini par montrer un tableau récapitulatif qui peut vous guider et vous l'utiliser comme une étude préliminaire pour, euh, pour choisir la puissance en fonction de la pompe installée. Par exemple, on a une pompe de puissance 7,5 chevaux. On recommande d'installer un variateur de puissance 7,5 kg. Et la puissance minimale qui doit être installée pour cette pompe, c'est 9 kg. Et 11,25 kg, watt-crête, sera excellent choix. D'où la combinaison sera 16 panneaux en série de puissance 585. Euh, je peux partager avec vous un calcul rapide. La puissance de la pompe fois un facteur ou un coefficient entre 1,6 à 2, c'est pour déterminer la puissance de l'installation photovoltaïque. Donc, merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Merci à vous, monsieur Mohamed. Allô? Oui, monsieur. Est-ce que il y a des questions Oui, ou- 60. Ok. Donc, je cède le parole à à mon collègue, monsieur Adnan. Si vous avez des D'accord. questions, vous pouvez écrire aussi.
Merci, M. Adlen. Donc, la parole à vous. D'accord, merci Ryan, merci Arthur pour vos présentations. Donc, je vais partager mon écran. Vous pouvez voir mon écran, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez le voir? Oui, oui, on le voit OK. clairement. Ok, super. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence avec nous ici pour discuter ce sujet très intéressant dans notre région. Alors, moi, je suis Adnan Yousfi. Je suis un Product and Solution Manager avec Longi. Alors, notre plan pour la présentation, c'est comme suit. Alors, premièrement, je vais vous donner une introduction sur le fabricant Longi et après, on va voir la technologie back contact ou bien le contact en arrière. Ce qui caractérise nos panneaux solaires, c'est la technologie back contact ou bien le contact en arrière. Donc, on va voir les avantages et tout de ces technologies. Et après, on va voir la solution anti-poussière ou bien anti-dust, l'anti-poussière qui existe sur nos panneaux avec toujours la technologie contact en arrière. Et finalement, on va voir des comparaisons entre les panneaux Longi et les panneaux conventionnels sur le marché. On va voir des comparaisons et des avantages surtout pour les scénarios ou bien pour l'application du pompage solaire en général. Alors, comme une introduction sur Longi, Longi, c'est un fabricant leader dans la fabrication de panneaux solaires, des plaquettes de silicium. Donc, il est fondé en 2000. Longi s'est engagé à être l'entreprise de technologie solaire la plus convaincante en menant la transition du monde vers l'énergie renouvelable ou bien l'énergie verte, en se concentrant sur la valeur pour le client et elle favorise la transformation de l'énergie dans tous les scénarios, peu importe le scénario. L'Engie s'est consacré à l'innovation technologique et a établi 5 secteurs d'activité. 5 secteurs couvrant les plaquettes de silicium de mono. D'ailleurs, l'Engie, c'est le premier fabricant qui a switché ou bien qui a changé de la technologie de poly vers le mono. Donc, c'était l'Engie. Donc, c'est le premier fabricant qui a fait cette innovation. Et vous voyez que pour l'instant, c'est tous les fabricants, ils fabriquent le monocristallin. Donc, ça, c'est un indice, c'est un argument sur le leadership dans cette industrie. Aussi, on couvre les solutions le silicium, les cellules plutôt, les cellules. Donc, d'ailleurs, 25% de la capacité globale et c'est fabriqué par Longi. Donc, par exemple, parmi 4 panneaux sur le marché, vous allez trouver un qui utilise les plaquettes de silicium de Longi. Donc, c'est le grand, c'est le grand fabricant des plaquettes de silicium mono. Aussi, on couvre bien sûr les modules monocristallins et les solutions solaires distribuées, commerciales et industrielles, ainsi que les solutions d'énergie verte et les équipements de l'hydrogène ou bien les électrolyseurs de l'hydrogène. Également, Longi, il investit de 4% à 5% de son revenu en recherche et développement pour innover et pour créer et pour développer de nouveaux produits capable de donner des meilleures performances et de fonctionner mieux en différentes applications sur le marché de l'énergie solaire en général. Alors, comme j'ai dit, voilà les secteurs d'activité. Donc, c'est les plaquettes de silicium, les cellules, les modules, ainsi que les solutions photovoltaïques distribuées pour le résidentiel, pour l'industriel, pour commercial, pour le BIPV ou bien le photovoltaïque ou bien les panneaux intégrés sur les bâtiments. Aussi, les solutions photovoltaïques fixées au sol pour l'utility scale ou bien pour les installations en large installation des grandes puissances. Et bien sûr, les équipements pour l'hydrogène vert, je parle ici des électrolyseurs, donc plongés aussi. Et là, nous avons cette activité des solutions pour l'hydrogène vert, pour la production d'une électricité verte et renouvelable. Alors, pour les activités, donc, sont différentes pour l'Engie. Il y a beaucoup d'activités, comme j'ai dit.
Alors, pour introduction de la technologie. Donc, notre technologie, c'est le contact en arrière, ou bien le BC, ou bien le back contact. Alors, ces technologies, voilà les différents avantages et points positifs de ces technologies. Alors, le HPBC, c'est quoi cette abréviation de HPBC? HPBC, c'est hybridation, passivation hybride et contact en arrière, ou bien en anglais, Hybrid Passivated Back Contacts. Alors, le contact en arrière, c'est une technologie innovée par Longi, permet de produire des panneaux solaires qui ont des bus bars, ou bien les bus bars sont en arrière de la cellule. Ces technologies, c'est une plateforme qui est compatible avec les autres technologies, par exemple le Topcall, le HGT, le PERC. Alors, ces technologies, c'est vraiment, c'est un voie permet de développer et d'innover beaucoup ou bien des technologies différentes. Alors, pour les avantages, on a l'amélioration de l'absorption de la lumière. Alors, comme vous savez déjà que les bus bars qui existent déjà sur les panneaux normaux, les panneaux normaux sont des bus bars sont en métal. Alors le métal, quand la lumière arrive ou bien frappe la cellule, donc avec ces bus bars qui sont en métal, on a une réflexion de la lumière. Donc le reflet de la lumière donne la naissance de la perte de la lumière. Alors, avec le contact en arrêt, on a 0% perte de la lumière, c'est-à-dire c'est-à-dire que la cellule, elle est 100% disponible pour l'absorption de la lumière, ce qui fait on augmente la performance du panneau et on augmente les performances de panneau dans le cas où il y a des faibles radiations. Imaginez par exemple, vous avez une installation de pompage solaire durant des jours nuageux. Alors, avec panneau contact en arrière, la pompe peut donner un dB plus important que d'autres pompes qui est connecté avec un variateur connecté avec des panneaux normaux ou bien des modules conventionnels. Mais avec le contact en arrière, la pompe peut commencer de produire ou bien de donner un débit d'eau donner un débit d'eau qui est important parce que le courant qu'il reçoit du variateur il est plus important et aussi le variateur il reçoit une tension de panneau qui est plus important parce que le contact en arrière ou bien les panneaux avec la technologie contact en arrière ils sont sensibles aux faibles irradiations et ils peuvent fonctionner au niveau ou bien lorsque ces conditions climatiques sont comme ça, par exemple les jours nuageux ou bien le matin lorsqu'il n'y a pas il y a pas des rayons lumineux, ou bien il n'y a pas d'ensoleillement qui est plus important par rapport au midi. Même donc au niveau le matin donc la pompe peut commencer de produire ou bien de donner un débit d'eau important. Alors lorsqu'on améliore l'absorption de la lumière, donc on améliore cette absorption, le pourcentage c'est avec 2,27% amélioration de l'absorption de la lumière. Alors voilà, donc sur la technologie HIMO X6, donc pas de rebond sur la face avant, donc l'absorption elle est améliorée. Alors ici c'est une comparaison. Alors ici on a le HIMO X6, ici on a des modules ou bien les autres modules sur le marché. Ici on a un module avec il n'y a pas de bus bar sur la face avant. Tous les bus bars sont implémentés en arrière de la cellule. Alors pas de bus bar signifie qu'il n'y a pas de perte de lumière. Mais sur l'autre produit ou bien l'autre module, il y a des bus bars sur la face avant. Donc voilà, ça c'est le bus bar. Donc lorsque la lumière frappe la cellule, donc il y a une quantité perdue. Pourquoi? Parce que les bus bars, ils créent des espaces inactifs et des espaces ombragés. Parce que le bus bar, donc c'est comme un obstacle. C'est pour cela Longi à innover et à présenter cette solution du contact en arrière pour éviter ce problème des cellules ombragées.
Voilà, donc un point très important, c'est la garantie de produit. Donc, comme vous savez déjà, ou bien pour les gens qui n'ont pas cette information, si vous vérifiez sur la fiche technique, vous allez trouver qu'il y a deux garanties différentes. Il y a la garantie produit et la garantie de performance. On sait déjà, nous savons tous que la garantie de performance, elle est déjà de 25 ans de performance pour tous les autres modules. Mais l'avantage chez Engie, c'est la garantie de produit vu que, donc, je vais vous montrer pourquoi on a 15 ans de garantie, il y a pas, et pas 10 ans ou bien 12 ans. Parce que les autres modules, on sait tous que la garantie de produit, c'est 12 ans ou bien 10 ans. 10 ans, c'est le minimal, et on trouve 2 ans, c'est le maximum. Mais le maximum chez Longi, c'est 15 ans. Pourquoi? Parce que le produit, il est fiable. Pourquoi il est fiable? Parce que la structure de soudage qu'on a mentionné déjà, ou bien le contact en arrière, ou bien le back contact, donc le soudage se fait sur une seule ligne. Par contre, l'autre technologie, qu'ils ont des bus bars sur la face avant de la cellule. Donc, la structure du soudage, il est traditionnel en Z. C'est comme la lettre Z. C'est pour cela elle est marquée structure de soudage traditionnelle en Z. Et voilà, donc quel est l'inconvénient ou bien quelle est le contrainte avec cette technologie de soudage de ruban? Parce que, ou bien de busbar plutôt. Parce que la structure de soudage en Z, le stress au bord de la cellule, ou bien sur les bords de la cellule, donc elle est augmentée, elle atteint 50 mégapascales parce que les busbars, il applique un stress. Voilà, donc ce stress, elle donne la naissance ou bien elle donne un inconvénient de l'augmentation de ce stress et par conséquent, le produit, il y a des problèmes avec la fiabilité avec le temps. Mais avec le Hymo XX, il utilise une structure de soudage une seule ligne par contact en arrière. Et le stress, ici, c'est presque 50% réduit parce que elle est de 26 mégapascales. Mais ici, elle est augmentée, elle atteint 50 mégapascales. Donc, voilà l'avantage ou bien pourquoi Longi est dans 15 ans de garantie de produit parce que le produit il est fiable et les contraintes elles sont réduites par rapport aux d'autres technologies. Voilà, donc ici, on a une comparaison entre deux plaquettes de silicium ou bien deux wafers. Donc, ici, on a le plaquette qui est normal et ici, la plaquette normale et ici, la plaquette de Longi. Donc, on voit est-ce qu'ils vont supporter 200 grammes. Donc, voilà. Voilà le plaquette de silicium Longi et la plaquette normale. Voilà, donc plaquette de silicium Longi. Et voilà, donc vous pouvez me demander, me poser une question, pourquoi le plaquette de silicium Longi, elle a supporté cette masse ou bien cette 200 grammes. Parce que déjà pour l'épaisseur de la plaquette de Longi, elle est plus épaisse par rapport aux d'autres plaquettes de silicium. Donc l'épaisseur, donc elle est très importante pour supporter ou bien pour résister et au niveau du panneau. Donc ainsi que il y a des problèmes par exemple par d'autres technologies, c'est le problème du transport. Lorsqu'on fait le transport de panneaux, il y a des micro-fissures au niveau de la cellule, au niveau des cellules. Mais avec une plaquette de silicium avec une épaisseur qui est très important et avec une résistance mécanique importante. Donc, par ces avantages, on peut résister et on peut fonctionner mieux et on peut résister les différentes contraintes, par exemple le transport, les contraintes au niveau lors de l'installation, même avec les micro-fissures. Parfois, on les voit pas clairement avec l'œil nu, mais avec l'analyse, par exemple, l'analyse EL, on trouve qu'il y a des micro-fissures au niveau des panneaux. Mais Longi, on a évité ce problème avec des plaquettes de solution avec un épaisseur important et avec une résistance mécanique importante.
Voilà donc la gamme des produits Longi. Donc, on a le Haymo X6 et le Haymo X6 Max. Donc, les deux, ils ont la technologie du contact en arrière. Alors, la solution innovante de Longi, le anti-poussière ou bien le anti-dust. Donc, cette technologie, elle permet de réduire les problèmes de l'accumulation de la poussière sur les panneaux. Donc, cette technologie, donc, voilà les dimensions de panneau. C'est 2382 fois 11,34 mm. Donc, c'est presque 2,38 fois 1,13 mètres. Donc, c'est une taille donc, parfaite. Et bien sûr, pour cette technologie de anti-poussière ou bien anti-dust, voilà donc la différence entre le panneau conventionnel et le panneau anti-dust. Voilà, donc c'est au niveau du cadre de panneau. Donc voilà le verre de panneau, le verre supérieur avec le cadre et sont sur le même niveau. Parce que ici, sur les panneaux qui sont conventionnels, on a cette partie du cadre sur le côté court. Donc, on trouve que c'est comme un obstacle. C'est pour cela on a pensé de fabriquer cette solution avec le cadre et le verre, ils sont sur le même niveau. Donc, on a évité le problème de l'accumulation de la poussière. Alors, pour l'avantage, c'est une conception anti-poussière sur le côté court, donc ne permettant pas la formation de boue parce que l'eau, par exemple, si vous avez de la poussière avec de la pluie, donc avec le temps, vous aurez la formation de boue. Mais avec cette technologie anti-poussière, on n'évite pas, on évite ce problème. Aussi, on réduit l'impact de l'accumulation de la poussière en améliorant l'efficacité de la production d'énergie parce que la poussière, elle présente beaucoup de problèmes. Voilà donc le panneau anti-poussière, il est compatible et il est recommandé pour différents scénarios. Par exemple, sur les projets industriels, sur les installations proches des activités à forte émission, même pour le pompage solaire, on sait qu'elle est toujours proche de la poussière, de sable, donc il y a toujours le problème de l'accumulation de la poussière sur le panneau. Voilà, donc on va voir une vidéo qui explique le comportement du panneau anti-poussière et il donne une image très claire sur une comparaison entre un panneau anti-poussière et un panneau normal. Voilà donc la vidéo. Voilà, donc c'est l'anti-poussière et le panneau normal. Voilà, donc sur le panneau conventionnel, il y a l'accumulation de l'eau de la pluie. Voilà, et cette quantité d'eau, elle va refléter une quantité de la lumière. Mais avec le anti-poussière, l'accumulation, elle est évitée. Voilà, on évite ce problème. Même il réduit les fréquences de maintenance. Vous n'avez pas besoin de faire le nettoyage de ce côté parce que il est connu que la partie inférieure du panneau, donc toujours vous trouvez des poussières accumulées, voilà, comme ça. Même la formation de boue après la pluie. Et ces cellules, d'ailleurs, sont ombragées. Ces cellules avec formation de boue sont déjà ombragées parce que la poussière, elle forme, ou bien c'est comme un obstacle qui ombrage la cellule. Alors, vous aurez le problème les hotspots, ou bien les points chauds. Donc voilà le problème. Donc imaginez que ici vous avez un panneau anti-poussière. Donc vous n'aurez pas ce problème de l'accumulation de la poussière sur ce côté inférieur avec cet angle d'inclinaison. Donc sous l'effet de gravité, ces quantités de poussière ou bien de sable, donc ils se glissent et se glissent et
et s'accumule sur ce niveau. Mais avec le panneau anti-poussière, on évite ce problème c'est parce que cette quantité de poussière, elle forme un ombrage sur ces cellules et déjà elles sont hors service. Ces cellules, elles ne fonctionnent pas bien sûr parce qu'elles sont ombragées. Donc la diode anti-rotor, elle bloque le courant de passer sur ce côté parce que ils deviennent comme des résistances, elles absorbent les courants générés. Donc, avec l'anti-retour, il va bloquer le courant et parce que ces cellules ne fonctionnent pas. Donc, voilà, donc, comme j'ai dit, l'accumulation de la poussière, donc l'effet d'abri, donc la poussière, elle forme un ombrage sur la cellule et l'effet de la corrosion parce que la poussière avec le glace ou bien avec le verre de panneau, le verre supérieur que vous trouvez sur le panneau, donc, la poussière, avec le temps, elle fait comment dirais-je, il fait des réactions entre le verre et la poussière. Donc, ces réactions, elles donnent la création de formes d'arc-en-ciel. Donc, et ça, elle affecte la fiabilité et la performance du module photovoltaïque. Ainsi que le grand problème, c'est l'effet de la température, l'induction d'un point chaud. Pourquoi? Parce que la température de la cellule, elle va augmenter. Donc, l'augmentation de la température de fonctionnement, elle va réduire les performances, bien sûr, de panneaux. Parce que on sait clairement que lorsque la température augmente, les performances diminuent. Donc, voilà le problème de la poussière. Voilà, ça c'est un projet réel. Donc, on compare entre un panneau anti-poussière et un panneau conventionnel. Donc, avec une inclinaison de 5 degrés, déjà pour le pompage, par exemple, en Tunisie, au Maroc, en Égypte. Et donc, on a une inclinaison plus importante, par exemple, de 30 ou bien 35 degrés, ou bien de 25 jusqu'à 35 degrés. Donc, on a pris le mauvais scénario, c'est avec une inclinaison inférieure de 5 degrés. Donc, on trouve que le gain de génération d'électricité comparé au module sans traitement anti-poussière, il est très important. Il atteint 6,08%. Pourquoi? Parce que la précipitation mensuelle, parce que parfois il est inférieur. Alors que le panneau, il y a beaucoup d'accumulation de la poussière. Mais si vous installez, vous installez ou bien si vous avez un panneau sur votre installation, donc vous avez avoir un gain de génération d'électricité parce que vous installez un panneau anti-poussière, signifie que vous allez minimiser les pertes d'énergie causées ou bien dues à l'accumulation de la poussière. Donc, par exemple, sur ce mois, mars, donc la précipitation mensuelle était moyenne avec la qualité de l'air. PM10, c'est la qualité de l'air. Donc, dépend des régions, et la qualité de l'air, l'existence ça dépend de la qualité d'air, l'existence des différentes espèces au niveau de l'air. Donc, en général, par exemple, on prend cet exemple au niveau de la précipitation qui est moyenne avec une mauvaise de qualité de l'air aussi moyenne. Donc ici, on a un gain de génération d'électricité 3,32%. Donc le panneau anti-poussière a été capable de générer plus d'énergie par rapport à un panneau conventionnel. Pourquoi le panneau anti-poussière va affecter le LCO ou bien le coût d'énergie? Pourquoi? Parce que les coûts de maintenance et d'exploitation, je parle ici de les coûts de maintenance. Par exemple, le panneau anti-poussière, vous aurez besoin de faire le nettoyage une seule fois par mois. Mais avec un panneau conventionnel, vous aurez besoin de faire le nettoyage 4 fois. 4 fois. Alors, lorsqu'on fait le nettoyage, ça signifie qu'on a besoin d'un personnel qui va faire le nettoyage. Aussi, on a besoin de matériel. On a besoin du temps pour faire ça.
alors les coûts ou bien le coût d'exploitation et de maintenance va être réduit. Pourquoi? Parce que l'anti-poussière va réduire les fréquences de maintenance et bien sûr, on va économiser le temps et le plus important, qu'on va économiser de l'argent parce que on va économiser le matériel de nettoyage, on va économiser les charges de personnel qui vont faire ce nettoyage. Alors, ici, on a des comparaisons. Déjà, pour le Haymo X6 et le Haymo X6 Max, ce sont c'est la même technologie de HPBC, bien le contact en arrière. On a une autre tension, c'est le meilleur choix pour votre variateur parce que, prenons par exemple le variateur Vichy qui peut atteindre par exemple 750 ou bien 800 volts DC ou bien 900 sur les nouvelles générations. Alors, une tension augmentée, elle est importante pour arriver à des fréquences plus augmentées, par exemple 50 Hz. Pour arriver à cette séquence, le variateur il a besoin de recevoir ou bien d'avoir la tension qui est proche de la tension de son tension maximale pour fonctionner au niveau des fréquences des meilleures fréquences, par exemple les 50 Hz. Alors aussi, on a un faible coefficient de température. Alors, signifie une bonne performance à des températures élevées. C'est le cas par exemple, en Tunisie. Il y a des températures élevées, donc un coefficient de température inférieur, elle est importante. Aussi, des meilleures performances en faible irradiation ou bien en basse irradiation et en zone humide. Les basses irradiations, c'est le cas du matin, le cas des jours nuageux. Alors, le contact en arrière, c'est le bon choix pour avoir une production qui est importante par rapport aux d'autres modules conventionnels sur le marché. Aussi lorsqu'on a une meilleure performance en faible irradiation, signifie que la production d'énergie va être prolongée le matin et plus tard par exemple après 5 heures après 5 heures ou bien 6 heures. Aussi, la dégradation réduite parce que le panneau, normalement, a une dégradation annuelle et dégradation de première année. Lorsque la dégradation, par exemple, annuelle sur le Haymo X6 et le Haymo X6 Max, c'est 0,4%. Donc, c'est une dégradation réduite. Aussi, la haute fiabilité, comme j'ai dit, que le contact en arrière, c'est une technologie fiable. C'est une technologie avec une garantie de produit prolongé de 15 ans parce que le produit il est fiable et peut résister les contraintes de transport, contraintes climatiques, contraintes d'installation, peu importe. Donc, c'est un produit avec haute fiabilité. Ici, on a une comparaison entre le panneau Longi et un autre panneau. Donc, la tension à vide ou bien la tension VOC, circuit ouvert. Donc, deux panneaux Longi, donc, elle est importante. Qu'est-ce qu'il signifie, qu'est-ce qu'il signifie une tension qui est importante ou bien augmentée? Il signifie que vous aurez la capacité à pomper l'eau depuis des puits plus profonds à cause aussi de la chute de tension. Imaginez que vous avez une distance importante entre le local technique et votre champ photovoltaïque. Donc, le câble DC va être avec une longueur importante. Alors que la chute de tension, elle va affecter votre installation si le panneau n'a pas une tension supérieure parce que la chute de tension, elle va chuter de la tension. Mais si vous avez déjà une tension supérieure, donc vous avez cet avantage et vous évitez ce problème. Alors aussi, on parle de l'efficacité comme j'ai dit précédemment. Ici, une comparaison sur différentes puissances de pompe. Par exemple, ça, c'est un scénario. Donc, on a décidé d'installer le même nombre de panneaux sur un string. Ça, c'est le nombre de panneaux en série,
un seul string. Par exemple, pour un panneau, par exemple, pour le panneau Haymo XX 583 ou bien 575, donc la tension, elle est déjà supérieure à 52 volts. Alors, la tension qu'on atteint avec le panneau Longi, elle est très importante par rapport aux d'autres modules et d'autres technologies. Et par conséquent, le variateur, il va fonctionner à haute fréquence parce qu'elle va recevoir la tension maximale ou bien la tension optimale du champ photovoltaïque parce que déjà les panneaux, ils ont une tension importante. Donc ça, c'est une comparaison. Par exemple, ici, on a installé 13 panneaux en série. Donc voilà, avec Haymo X6, on a atteint 678,7, mais avec d'autres panneaux, c'est de l'environ de 663, 600. Donc, la tension, elle est importante avec les panneaux longis parce que le VOC, il est augmenté. Ça, c'est une comparaison pour vous montrer comment on produit de l'énergie plus tôt et terminer plus tard. Voilà, donc c'est une comparaison entre deux petites pompes d'essai. Donc, une, il est contacté avec Haymo X6 et l'autre, il est connecté avec d'autres technologies. Donc, après 20 minutes, donc elle fonctionne. La pompe qui est connectée avec le contact en arrière, mais l'autre pompe, elle commence pas encore. Pas encore commencé. Donc, vous bénéficiez de cet avantage de commencer à produire de l'énergie plus tôt. Voilà, donc parce que l'intervalle de production d'énergie HIMO X6, contact ou bien contact en arrière, les busbars sont en arrière de la cellule, donc l'intervalle de production, elle est prolongée. Alors, vous pouvez commencer à produire de l'énergie plus tôt et terminer plus tard. Parce que le panneau ou bien les panneaux que vous allez installer, ils sont sensibles aux faibles irradiations. Donc la production, la production commence plus tôt et termine plus tard. Un autre test entre deux panneaux, HIMO X6 et l'autre panneau TOPCon. Donc, on connecte les deux panneaux avec les petits ventilateurs. Donc, le premier, il commence à tourner. Il a commencé à tourner. Par contre, l'autre, pas encore. Pourquoi? Parce que déjà le matin, donc il y a des faibles irradiations. Donc, avec un panneau qui est sensible aux faibles irradiations, elle va commencer de produire de l'énergie. Mais l'autre, elle n'est pas sensible aux faibles irradiations. Donc, elle va commencer de tourner après que les radiations ou bien les rayons lumineux sont importants. Aussi sur la fiche technique, déjà on a mentionné l'avantage de température ou bien le coefficient de température, le coefficient de température par rapport aux autres technologies sur le marché. Ça c'est panneau Longi. Ici, c'est d'autres panneaux sur le marché. Ici, c'est une comparaison. Par exemple, si vous avez une installation et vous pouvez comparer entre la production spécifique, le kilowattheure par kilowatt crête. Donc ici, avec panneau Longi, donc, on a une production spécifique de kilowattheure par kilowatt crête. Donc, elle est de 1750 presque, et ici 1734, 1749, 1734. Mais donc, il y a une différence parce que déjà, les avantages de sensibilité aux faibles irradiations, avantage de coefficient de température, avantage de performance dans les scénarios de température élevée. Donc, parce que le panneau il est capable de résister ce type de contraintes climatiques ou bien de scénarios. Normalement, pour les principales caractéristiques de la famille de produits HIMO X6, le produit contact en arrière, donc, déjà, on a une production d'énergie supérieure, une haute fiabilité, une haute efficacité à faible irradiation. Ça, c'est le point le plus important, plus précis,
c'est le faible irradiation, la performance en faible irradiation. C'est un paramètre il est important pour les applications de pompage solaire parce que normalement les agriculteurs, ils demandent aux installateurs que le panneau ou bien l'installation doit être ou bien doit fonctionner dans les faibles irradiations ou bien dans les jours nuageux ou bien le matin le plus tôt. Et donc, cette technologie ou bien cette condition qui est posée par les agriculteurs, donc elle est vérifiée par les panneaux back contact ou bien les panneaux contact en arrière HIMO X6. Aussi le anti-poussière, comme j'ai dit, et aussi l'anti-éblouissement et anti-reflet parce qu'il n'y a pas de reflet de la lumière parce que les busbars sont sur la face arrière ou bien en arrière de la cellule, donc il n'y a pas de reflet des rayons lumineux. Aussi, le panneau il est capable de résister l'humidité et la chaleur, ou bien la chaleur humide, ou bien l'humidité avec les températures élevées. Aussi, la réduction des coûts opérationnels parce que déjà le panneau, donc la production énergétique elle est supérieure, alors la réduction des coûts opérationnels, elle est là. Aussi, le faible coefficient de température, déjà expliqué. Le faible dégradation de panneau, aussi déjà expliqué et il est mentionné sur la fiche technique de panneau. Alors, merci tout le monde. Donc, si vous avez des questions, merci de les poser. Merci. Je vous remercie, Monsieur Adnan, pour cette présentation et votre temps. C'était très intéressant et très, très belle présentation. Donc, est-ce que vous Merci avez avec des plaisir. questions? Oui, ça fait plaisir, merci. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant les panneaux Longi ou vous avez d'avoir plus d'informations sur un sujet spécifique? Vous pouvez ainsi écrire si vous voulez. OK, donc on passe pour la dernière partie où Monsieur Arthur va présenter les erreurs et tout. Donc, la parole à vous, Monsieur Arthur. Ok, ok. Merci. Ok, je vais montrer mon présentation. Attendez une minute. Ok, OK. vous pouvez voir mon écran? Mhm. Oui, il Oui, n'était pas. maintenant, oui, Ok, on voit ok. votre écran. Donc, Ok, bon bonjour courage. à tous. Ok, bonjour à tous. Ça, c'est la deuxième présentation aujourd'hui pour moi. Ça, c'est le SI 23 défauts et de dépannage. Cette présentation aussi se divise en trois parties. Le premier mot, c'est le défaut et l'information essentielle. Tout d'abord, normalement, avant le dépannage, nous devons savoir quelques informations essentielles. Par exemple, le plus important, c'est le groupe C, le C groupe paramètres. Le C groupe paramètre, c'est le paramètre de surveillance de data, désolé, surveillance de défaut pour le variateur. Vous pouvez trouver sur la liste de ces groupes paramètres. Vous pouvez connaître la fréquence de sortie au moment du défaut et la tension de sortie au moment du défaut. Avec ces chiffres, avec ces informations, vous pouvez trouver où se trouve le problème et de votre variateur et après vous faire la solution de résoudre le problème. Ici, il y a aussi quelques informations que je peux vous partager. Tout d'abord, c'est le T1, T3, T5, la différence entre les types. Ça, c'est l'entrée monophase et triphase, c'est la différence. Et après, une autre remarque, c'est-à-dire si vous pouvez utiliser notre produit avec un bon monophasé, vous devez mettre le paramètre F14.00 et mettre le premier chiffre en 1. C'est-à-dire l'onduleur sera en mode monophase. Parce que pourquoi nous avons le mode monophase? Parce que la bombe monophase, il a toujours le courant plus haut que la bombe
trifacé de même capacité. Et après avoir savoir l'information essentielle pour le paramètre et notre variateur, nous commençons le traitement de faute. Parce que le plus détaillé, nous pouvons voir la vidéo après. Et pour le moment, nous prendrons quelques défauts, l'erreur le plus souvent rencontrée par nos clients pendant l'utilisation de produits. Premièrement, c'est le E.OC1. Ça, c'est le défaut de surintensité. Ce problème se produit lorsque quand la charge est trop lourde ou le temps d'accélération est trop court. Nous pouvons trouver peut-être dans cette situation, vous allez rencontrer cet défaut. Et pour régler ce problème, nous avons quelques solutions. Premièrement, c'est ajuster le temps d'accélération parce que vous savez, le problème peut-être c'est parce que en raison du temps trop court d'accélération, vous pouvez augmenter le temps d'accélération avec le paramètre F-coupe. Et ici, vous pouvez voir deux solutions. La différence, c'est parce que en raison de la différence de logiciel version. Et après, deuxièmement, c'est tester l'isolation du moteur. Parce que le problème, peut-être, c'est en raison de l'isolation par rapport à la Terre. Et troisièmement, vous pouvez aussi exécuter le test de variateur sans charge ou lorsque les câbles sont retirés. Dans cette situation, vous vérifiez est-ce que c'est le problème de variateur. Et après, vous pouvez aussi analyser le défaut de surintensité. Vous pouvez essayer de initialiser le variateur et optimiser le courant de défaut et pour vérifier si le courant de défaut est anormalement faible ou le défaut se répète. Le dernier mot, c'est vous pouvez aussi surveiller le fonctionnement du moteur. Vous pouvez arrêter complètement le moteur et essayer de démarrer le moteur pour vérifier si le courant de sortie est normal. La deuxième erreur principale, c'est l'erreur de surtension. Cette surtension, c'est parce que le défaut, l'erreur sur le clavier, ça sera E.OV4. Le défaut se produit lorsque la tension dépasse les limites, soit 820 volts pour une entrée trifacée ou 4 volts pour une entrée monophasée. Dans cette situation, vous pouvez vérifier le niveau de tension. D'abord, bien sûr, vous pouvez utiliser le multimètre pour vérifier la tension d'entrée. Si elle est trop élevée, peut-être c'est parce que vous choisissez, vous utilisez peut-être c'est le problème de l'utilisation de panneaux solaires. Peut-être vous pouvez changer un autre panneau solaire pour essayer. Et deuxièmement, vous pouvez inspecter la condition d'erreur. Si la tension d'entrée est normale, mais que le défaut persiste, vous pouvez initialiser le paramètre, initialiser le système. Et outre que les deux solutions, vous pouvez essayer de constater, vous pouvez essayer de confirmer vérifier s'il y a des problèmes de carte de contrôle ou de carte d'alimentation. Peut-être une de l'autre raison de ce problème, peut-être c'est le problème de composants. Et la troisième erreur, vous pouvez
peut-être vous pouvez trouver pendant l'installation, pendant l'essai de variateur, c'est le EOLF, la perte de phase en sortie. La raison est de problème de connexion, normalement, ou la connexion lâche. Dans cette situation, sur le clavier, quand vous trouvez, il montre EOLF, vous pouvez essayer de vérifier tout d'abord la connexion de câble de la sortie. Et après, vous pouvez essayer de fermer la protection contre la perte de phase selon la solution ici, le moyen ici. Et à la fin, vous pouvez aussi contrôler la tension et le courant de sortie trifasé pour identifier tout déséquilibre de courant ou de tension. Et après, c'est le traitement de l'alarme. Voilà, il y a un tableau simple concernant les armes principaux de notre variateur. Il peut vous montrer. Et nous pouvons prendre en considération les trois premiers alarmes. E.A.LPN, c'est l'alarme de mise en veille. Désolé, A.LFR, c'est l'alarme basse fréquence. Et troisième, c'est le A.LPR, c'est l'alarme de puissance minimale. Ces trois alarmes, ils ont la raison même, peut-être la raison même. Le premier, c'est l'énergie solaire n'est pas suffisante. Et deuxièmement, c'est le panneau solaire plusieurs ou abîmé. Dans cette situation, quand vous trouvez ces trois alarmes sur le clavier, vous pouvez essayer de vérifier si le temps est nuageux et essayer de nettoyer le panneau solaire si vous trouvez que le panneau solaire n'est pas propre. Et après, une autre chose, c'est un autre alarme, c'est le principal, c'est le A.LUD. C'est l'alarme de marche à vide. C'est une importante alarme pour notre variateur. Si votre variateur marche dans une situation, le niveau de l'eau du puits est bas, il y aura l'alarme sur votre clavier. Dans cette situation, quand vous trouvez, quand vous voyez l'alerte sur votre clavier, vous pouvez essayer de redémarrer la pompe lorsque le niveau d'eau est rétabli. OK. Et c'est tout. Et on va voir une vidéo concernant tous les dépannages. OK. Pardon, vous pouvez voir mon écran? Vous pouvez voir cette vidéo sur mon écran? Oui, je le vois. OK, on commence. Hello everyone, today I am going to introduce to you how to troubleshoot SI23 fault. First, before troubleshooting any fault, you need to check the last fault status. Start by checking C01 parameters group. In this group, you will find all the necessary information about the fault, such as fault type, voltage and current, and other relevant data. First, identify possible causes. Excessive load. The load is too heavy. You can reduce the load or you can replace high capacity inverter. Short circuit. Look for short circuit on the inverter output side or to ground. Motor damage. Ensure motor is not damaged. Cable length. Verify that the inverter output cable length is within the maximum allowable value. First step to troubleshoot, check your software version. For software version C00,
6908 and 6907 increase the deceleration time using f00.15. For software version 6920, increase the deceleration time using f01.23. Run fault test. Check if the inverter reports a fault when running without a load. Also, test it with the motor cables removed to see if the fault still occurs. Analyze the overcurrent fault. If the inverter occasionally reports an overcurrent fault, reset it F00.90 to set 1. First, identify the fault. This fault occurs when the load is too heavy and the acceleration time is too short. Adjust acceleration time. For software version C0028, 6908. Pardon, monsieur, est-ce que la vidéo, je pense que la vidéo, il y a une petite problème de vidéo. Oui, on vous Allô? entend. Oui, on vous entend. Oui, est-ce que la vidéo, est-ce que vous pensez que la vidéo est une petite problème sur le Microsoft Teams? Mon collègue me dit qu'il y a un petit le blocage, peut-être. Pour moi, j'ai pas remarqué de blocage. Ok, je peux continuer. And 6907, increase the acceleration time using parameter F00.14. For software version 6920, increase the acceleration time using parameter F01.22. Test motor insulation. Disconnect the motor wires and measure the insulation of the motor to the ground. Run inverter test. Check if the fault occurs when the inverter runs with the load or with the motor cable removed. Analyze overcurrent faults. If the inverter occasionally reports an overcurrent fault, reset it and observe. Check if the fault current C01.04 is low or if fault occurs. The EOV4 fault occurs when the bus voltage exceeds the overvoltage limit, 820 volts for three-phase input, 400 volts for single-phase input. Measure input voltage. Use a multimeter to check the input voltage. If it is too high, consider replacing the PV type to match the input voltage. Initialization. If the fault voltage is normal but the fault persists, try initializing the parameters F00.19 to 1. Control board, power board. If initialization does not solve the issue, replace the control board. If replacing the control board does not resolve the fault, the issue may be with the power board. The E.OV3 fault occurs when the bus voltage exceeds the maximum allowable value during the constant speed operation. Measure bus voltage. Verify if there are any fluctuations causing the voltages exceed the limit. Initialization. If the input voltage is normal but the fault persists, start by initializing the parameters F00.19 to 1.
Control board, power board. If initialization does not resolve the issue, replace the control board. If the fault continues after replacing the control board, the problem may be with the power board. For software version 6907 and 6908, increase deceleration time f00.15. For software version 6920, increase deceleration time f01.23. Power voltage fluctuation. Check the input power if voltage fluctuation exceeds the limit. If fault still persists, reduce load on the system, or you can select a bigger capacity drive or connect a braking unit. For software version 6907 and 6908, increase acceleration time f00.14. For software version 6920, increase f01.22. Power voltage fluctuation. Check the input power if voltage fluctuation exceeds the limit. Restart motor unit. It runs completely, then set for software version 6907 and 6908, set f01.00, 1 or 2. For software version 6920, set f07.00, set 1 or 2. If fault still persists, reduce load on the system, or you can select a bigger capacity drive or connect a braking unit. Adjust both acceleration and deceleration times to reduce overload. Ensure inverter and motor power match. Monitor C00.02 to check if the inverter's output current exceeds the motor's rated current. Motor parameter settings. Set motor parameters based on the motor nameplate. For software version 6907 and 6908, set F0501 to F0506 parameters. Overload protection adjustment. For software version 6907 and 6908, increase the F10.16 motor overload protection curve coefficient. For software version 6920, increase the F10.59 motor overload protection curve coefficient. Factory reset. For software version 6907 and 6908, restore factory setting with F00.19 to set 1, then power off and power 1 again. For software version 6920, restore factory setting F0003 to set 22. The load is too heavy, inverter capacity is small. Reduce the load or replace a high capacity inverter. Compare output currents. Use a current clamp meter to measure the three-phase output current. Ensure all phases currents are balanced.
check the C00.02 parameters and compare with the commit. If incorrect, change the current detection circuit or replace a new power supply board or control board. Do motor auto-tuning. After set the motor parameters, do a complete auto-tuning for proper operation. For software version 6907 and 6908, set F0521 or 2. For software version 6920, set F02.071 or 2. Increase acceleration and deceleration time to prevent sudden overload. Inspect the wiring for any faults or disconnection that could be the reason for phase loss. Turn off phase loss protection for software version 6907 and 6908. False phase loss protection F10.15 to set 0020. For software version 6920, close phase loss protection F10.20 to 0020. Inspect three-phase output voltage and current. Measure the three-phase output voltage and current to identify if there is any unbalanced current or voltage. Insufficient PV power. Check if there is a problem with the PV panel configuration or inspect the bus voltage. Measure the input voltage and check the value of C00.11. Frequency not increasing. If the frequency cannot increase during the operation, adjust the parameter to enable a smoother frequency rise. For software version 6908 and 6907, set F10.03 to 000, F0800 to 10, F14.06 to 1, F14.07 to 20, F14.08 to 30 or 50. These settings are commonly used for single-phase motors. Switching operating modes. Check if changing F14.00 to 0000 allows the frequency to rise. Inverter output cable too long. If all parameters are correct, the issue might be due to the motor output cable is too long. Consider adding a output filter or reactor to resolve this issue. By following this step, you should be able to troubleshoot. If issues persist, consult the manual or seek for further assistance. Thanks for watching. Ok. Oui, merci beaucoup. Ok, oui, je pense que peut-être il existe quelques lags ou, oui, pour plusieurs informations, vous pouvez consulter, vous pouvez trouver la solution sur notre manuel. Et oui, je peux essayer d'envoyer un autre de cette vidéo à YouTube après. C'est-à-dire en avenir, peut-être vous pouvez constater cette vidéo sur notre channel de YouTube. Ok, c'est tout pour notre présentation pour le dépannage. Si vous avez des questions, vous pouvez nous demander.
Je vous remercie, Monsieur Alcu, pour votre présentation. C'était vraiment bénéfique et on a appris beaucoup de points. Je remercie aussi Monsieur Adnan pour sa présentation et sa présence. Donc, n'hésitez pas de poser vos questions, soit sur le message, soit en levant la main et on va vous céder la parole. Donc, vous êtes toujours le bienvenu. Si M. Adnan ou Alki veut ajouter quelques points, vous êtes aussi le bienvenu. Non, merci. Merci pour votre invitation. Merci pour chaque ami. Merci à vous. Merci, merci tout le monde. Un seul point de ma part, c'est le mode de pose de panneau anti-poussière. Il faut l'installer en mode portrait pour bénéficier de la caractéristique anti-dust. Le mode portrait, c'est nécessaire. Ce point il est clair, je pense, Ryan. Ah oui, oui, c'est clair. Merci pour cette remarque. Et, euh, et c'est vraiment bénéfique pour nous, pour bien découvrir le produit. Oh oui, ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien appris et bien aimé la présentation. Donc, merci pour votre présence et j'espère on se voit dans d'autres webinaires. Merci à tous. Inch'Allah, merci tout le monde. Inch'Allah, Merci. 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 Merci, bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.